Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le sol poli de l'Iron Cage Combat Academy, le centre d'entraînement d'arts martiaux mixtes le plus exclusif de Denver. Cet entrepôt aménagé dans le quartier branché de Reno offrait des baies vitrées, un équipement de pointe et des frais d'adhésion à partir de $3 000 par mois. Zuri Anderson a franchi les lourdes portes vitrées à 17h47 précises, son sac de sport Nike usé en bandoulière, sa peau foncée, luisante de sueur. Elle portait un simple legging noir et un débardeur gris délavé, ses cheveux naturels attachés en une queue de cheval fonctionnelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un être jugé uniquement sur son apparence? Si vous pensez que chacun mérite le respect, quelle que soit sa couleur de peau, abonnez-vous. Cet article va vous montrer que les préjugés peuvent être mortels. Dès que Zuri a posé le pied sur le plancher d'entraînement, les conversations se sont tues. Des boxeurs blancs, vêtus de coûteux équipements Under Armour, ont marqué une pause, les mains se dirigeant vers leurs bouteilles d'eau, créant ainsi des barrières. Une femme blonde en l'ululement fit 2 pas en arrière, serrant plus fort son iPhone. Victor Bennett, entraîneur principal et ancien prétendant poids moyen de l'UFC, leva les yeux du sac de frappe. Il suivit Zuri du regard avec la surveillance habituellement réservée aux voleurs à l'étalage. « On peut vous aider à trouver quelque chose ?» Son ton laissait entendre qu'elle était perdue. Planet Fitness est à 6 pâtés de maison par là. C'est un centre d'entraînement professionnel, réservé aux membres. Zuri s'approcha calmement de la réception. « J'ai un abonnement d'essai, j'ai commencé hier. » Kimberly, la réceptionniste, ouvrit l'ordinateur avec une lenteur exagérée. « Je ne vois pas d'abonnement d'essai sous... » « Zuri Anderson, je me suis inscrit en ligne hier. »« Les inscriptions en ligne nécessitent une vérification en personne, » interrompit Victor en s'approchant. Avec son 1m98 et ses 100 kilos de muscles, il était habitué à l'intimidation physique. « Nous avons des normes ici. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. » Son insistance sur « n'importe qui » pesait lourd dans sa balance. Zuri sortit son téléphone et afficha l'email de confirmation. Victor y jeta à peine un coup d'œil. « Les confirmations par email peuvent être falsifiées. Avez-vous une pièce d'identité? »« J'ai mon permis de conduire. » Victor prit la carte d'identité, l'examina d'un air théâtral, la tenant à la lumière. « Permis du Colorado. Il est indiqué que vous venez de Aurora. » Il prononça le nom du quartier comme une maladie. « C'est loin. Ça fait un long chemin à parcourir quand il y a des options moins chères plus près de chez vous. » Travis Cooper, l'un des élèves de Victor, renifla. « Aurora? C'est pas là que se produisent toutes ces fusillades entre gangs? » Il échangea un regard avec Blake Morrison et Connor Hayes, créant un mur inconscient entre Zuri et l'équipement. « Je peux me permettre l'adhésion, » dit simplement Zuri. « Le paiement a été effectué. Je veux juste m'entraîner. » Victor lui rendit sa carte d'identité à contre-cœur. « Il faut que tu comprennes quelque chose à propos d'Iron Cage. Ce n'est pas une simple salle de sport. On entraîne des combattants sérieux ici, des athlètes professionnels. Ça exige de la discipline, du respect et un niveau d'athlétisme et d'entraînement que... » Il marqua une pause, son regard passant de ses baskets usées à son débardeur. « Tout le monde n'a pas. » Blake prit la parole. « As-tu déjà participé à une vraie bagarre? Un combat d'entraînement, pas une bagarre de rue. Parce qu'il y a une énorme différence. Il y a de la discipline, pas juste des coups de poing par colère. »« Je me suis entraîné, » répondit calmement Zuri. « Les vidéos YouTube ne comptent pas, » ajouta Connor en riant. « Les compilations World Star non plus. Vous pensez toujours que l'athlétisme naturel suffit, mais ce n'est pas le cas. Les vrais arts martiaux, c'est la maîtrise de soi. » L'idée préconçue flottait dans l'air. Les femmes noires étaient intrinsèquement violentes, émotives, incapables de maîtriser une discipline raffinée. Leur aptitude au combat provenait de la rue plutôt que du dévouement. Victor fit lentement le tour de Zuri. « Tu sais ce que je pense? Je crois que vous voyez l'UFC à la télé, vous voyez des combattants qui vous ressemblent gagner, et vous pensez pouvoir entrer dans n'importe quelle salle et commencer à enchaîner les coups de poing. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces combattants ont passé 10, 15, 20 ans à s'entraîner.
Ils ont étudié auprès de maîtres au Brésil, en Thaïlande, en Russie. Ils n'ont pas appris à se battre dans des quartiers où se battre est un moyen de survie. Autour d'eux, d'autres membres avaient interrompu leurs entraînements. Une mère blanche s'est éloignée, serrant son sac de sport. Un homme blanc plus âgé a murmuré « C'est précisément pour ça que les critères d'adhésion sont importants. Laissez-en un entrer et tout s'écroule. » Quelqu'un d'autre. Je parie qu'elle n'a même pas les moyens de payer les mensualités. Elle utilise probablement une carte de crédit volée. Zuri resta immobile, sa respiration contrôlée, malgré tous ses muscles qui voulaient démontrer à quel point ils avaient tort. « Je comprends vos inquiétudes, » répondit prudemment Zuri. « Mais mon abonnement est payé, mes qualifications vérifiées, et je suis là pour m'entraîner. J'ai accès à l'équipement que j'ai payé. » L'expression de Victor s'assombrit. Une idée germait, une idée qui divertirait ses clients tout en remettant cette intruse à sa place. « Tu veux t'entraîner ici? Tu veux prouver que tu as ta place à Iron Cage ?» Il fit un geste vers le ring. « Alors voyons ce que tu as dans le ventre. Voyons si vous êtes aussi costaud que vous le pensez face à de vrais combattants entraînés plutôt qu'aux amateurs que vous côtoyez dans les salles de sport de votre quartier. » Travis, Blake et Connor échangèrent des regards enthousiastes. L'idée d'humilier publiquement cette femme était trop divertissante pour la laisser passer. « Victor, je ne pense pas, » commença Kimberly, mais Victor la coupa. « Non. Elle dit qu'elle est entraînée. Elle dit qu'elle a sa place ici. Alors vérifions ça. Voyons si elle peut supporter ne serait-ce que 5 minutes sur le ring avec de vrais artistes martiaux. » Il se tourna vers Zuri, un sourire cruel. « Voilà le marché, ma puce. Tu t'entraînes avec mes gars ici. Contact léger, rien de fou. Si tu tiens le coup 5 minutes sans te faire larguer, on honore ton abonnement. Zut, je t'offre même le 1er mois d'abonnement. Mais quand tu échoues, quand tu réalises que tu es complètement dépassé, tu pars discrètement et tu ne reviens pas. Marché conclu? » Le défi était impossible. Travis, Blake et Connor étaient des boxeurs amateurs expérimentés, chacun pesant au moins 25 kilos de plus que Zuri. « Je ne cherche pas à faire le spectacle, » a déclaré Zuri. « Je veux juste utiliser les sacs lourds et m'entraîner en toute tranquillité. » « Qu'est-ce qui ne va pas? » La voix de Victor trahissait une inquiétude feinte. « Vous pensiez que vous étiez des durs? Vous parlez toujours de votre force et de votre résilience, de votre indifférence. Mais quand un vrai défi se présente, vous avez soudain peur? » Il se tourna vers ses élèves. « C'est de ça que je parle. Toute cette ténacité de la rue disparaît dès qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui sait vraiment ce qu'ils font. » D'autres membres se sont rassemblés en cercle. Des téléphones sont apparus. Maya Rodriguez, une kickboxeuse latino, s'est positionnée près du ring, son téléphone prêt. « 5 minutes, » répéta Victor. « C'est tout. Prouve que tu as ta place ici ou tu pars. À moins que tu ne veuilles admettre tout de suite que tu es dépassé par les événements, que peut-être tu n'as pas ta place dans une salle de sport comme celle-ci, que tes collègues devraient peut-être s'en tenir aux installations publiques où les normes sont plus accessibles. » Blake se pencha vers Travis et Connor, parlant délibérément fort. « 20 $ disent qu'elle ne tient pas 2 minutes avant de pleurer. »« Je lui accorde 90 secondes, » répondit Connor. « Vous parlez beaucoup, mais quand vient le temps de jouer... » Il fit un geste exagéré de désagrégation. Travis a ajouté « Si elle se blesse, et elle le fera, c'est de sa faute. Elle avait toutes les chances de s'en sortir. La fierté précède la chute, surtout pour les gens comme elle qui ignorent leurs limites. » Zuri observa tous les regards. Elle vit Kimberly prête à appeler la sécurité. Elle vit Maya filmer, déterminée à documenter la scène. Elle vit les riches membres blancs regarder ce spectacle. Et elle vit Victor Bennett, qui vit sa peau sombre et ses vêtements usés, et supposa qu'elle n'était rien de plus qu'une amatrice délirante. La discrimination s'était intensifiée pendant 25 minutes, depuis le moment où elle était entrée jusqu'à cet ultimatum destiné à détruire sa dignité. « Tu fais une erreur, » dit doucement Zuri. « La seule erreur, » rétorqua Victor en s'approchant si près qu'il sentit l'odeur du milkshake protéiné dans son haleine.
c'est de laisser croire à des personnes qui n'ont rien à faire ici qu'elles ont le droit d'accéder à des espaces construits par des professionnels. Il s'agit de maintenir les normes, de préserver l'élite de la cage de fer, de s'assurer que, lorsque quelqu'un franchit ses portes, il a gagné ce droit grâce à des années de dévouement, et pas seulement parce qu'il a payé une cotisation d'essai. Il se pencha, envahissant son espace. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prouver ta place? Ou partir? Parce que j'en ai marre de perdre mon temps avec quelqu'un qui est clairement dépassé. Quelqu'un qui a probablement tout appris en regardant des bagarres sur des parkings et qui pense que c'est de l'entraînement. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a une hiérarchie dans ce monde et que des gens comme toi n'ont pas le droit d'entrer dans des endroits comme celui-ci et de revendiquer l'égalité. » La foule se pressait. Les téléphones brillaient. Quelqu'un avait lancé un chronomètre. Une femme blanche murmura « Je suis désolé pour elle. Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'est embarquée. » Son ami a répondu « Ce n'est pas notre problème. Elle a fait son choix. Peut-être qu'elle doit apprendre que tous les espaces ne conviennent pas à tout le monde. » Travis boxait en s'affrontant. « Je parie qu'elle ne sait même pas donner un coup de poing. C'est comme ça que les vôtres se battent, non? Que de l'agression. Aucune technique. » Blake s'étira. « $5. Ça coûte qu'elle essaie de tirer les cheveux ou de griffer quand elle est désespérée. Quand les gens comme elle sont coincés, ils ont toujours recours à des bagarres de rue. » Connor rit. « N'oubliez pas, les gars, d'y aller doucement au début. On ne cherche pas à faire de mal à cette pauvre bête. Apprenez-lui juste à connaître sa place. » Une déshumanisation désinvolte flottait dans l'air. Chaque mot, chaque geste reposait sur la même croyance toxique. Les femmes noires étaient intrinsèquement inférieures, intrinsèquement violentes, intrinsèquement indésirables dans les espaces que les hommes blancs avaient revendiqués. Un homme âgé a crié « Que quelqu'un vérifie si elle a signé une décharge de responsabilité. Si elle se blesse, et elle se blesse assurément, je ne veux pas que cette salle de sport soit poursuivie en justice. Vous cherchez toujours à vous faire payer quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. » Zuri regarda la bague, puis Victor, puis les 3 hommes qui s'étaient portés volontaires pour être les instruments de sa dégradation publique. Elle a pensé à s'en aller, à laisser leur racisme perdurer, mais elle avait passé trop d'années à être sous-estimée, trop d'années à se faire claquer la porte au nez, trop d'années à voir les gens se faire des idées sur ses capacités uniquement en fonction de son sexe et de sa couleur de peau. « Je ferai du sparring, » dit Zuri. « Mais quand je gagnerai, tu t'excuseras, publiquement, auprès de moi et de tous ceux qui sont entrés dans cette salle et ont été jugés sur leur apparence plutôt que sur leur capacité. » Le rire de Victor était laid. « Quand tu gagneras, ma chérie, tu vas apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre confiance et illusion. » Il fit un geste vers le ring. « Travis, Blake, Connor, échauffez-vous. Montrons à notre invité à quoi ressemble un véritable entraînement. » Zuri se dirigea vers les vestiaires, tous les regards scrutant ses mouvements. Elle entendit des murmures, des paris, de cruelles spéculations sur la rapidité avec laquelle elle craquerait. Personne n'a remarqué le subtil changement de posture. Personne n'a vu ses épaules s'aligner parfaitement, l'ajustement inconscient de sa posture vers quelque chose de bien plus raffiné. Personne n'a vu le petit sourire au coin de ses lèvres. Et absolument personne ne se doutait qu'ils allaient assister aux 30 secondes les plus spectaculaires de l'histoire d'Iron Cage. Victor se tenait au centre du ring, jouant les animateurs. Kimberly tenait son téléphone bien haut pour immortaliser ce qu'elle pensait être une révélation virale, une femme délirante remise à sa place. « Règle de base, » annonça Victor. « Contact léger seulement. 3 rounds de 90 secondes chacun. Zuri affronte de nouveaux adversaires à chaque round. Il lui suffit de rester debout et de ne pas abandonner. » Ça devrait être simple, non? Travis Cooper sautillait sur la pointe des pieds, ses coûteux gants Everlast étincelants. Avec son 1m90 et ses 70 kilos, il avait l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu contre une femme. Zuri est sortie du vestiaire. Elle avait enfilé un simple short de sport noir et une brassière de sport bleu marine, laissant désormais apparaître sa silhouette musclée. Mais ce n'était pas sa tenue qui attirait l'attention, mais sa façon de bouger. Sa colonne vertébrale était parfaitement alignée,
ses pas mesurés avec la précision de quelqu'un qui avait déjà foulé les rings des milliers de fois. Maya Rodriguez sentit un frisson. Elle pratiquait le kickboxing depuis 7 ans et elle reconnut quelque chose dans les mouvements de Zuri qui l'inquiéta soudain, mais pas pour lui. Zuri grimpa entre les cordes et accepta les gants d'entraînement. Elle ne parla pas, ne regarda personne, se concentrant simplement sur la fixation des sangles avec une efficacité éprouvée. « Dernière chance de se retirer », proposa Victor, une fausse inquiétude ne trompant personne. Zuri le regarda alors, ses yeux sombres fixant ses yeux bleus avec une telle intensité que Victor fit un demi-pas en arrière avant de se rattraper. « Sonne », dit doucement Zuri. Victor attrapa la cloche de boxe, laissant le moment se construire, s'assurant que chaque téléphone enregistrait. Puis il a sonné. Travis Cooper s'est précipité en avant avec une confiance excessive, lançant une combinaison jab-cross typique qui avait parfaitement fonctionné dans chaque séance de sparring. Zuri n'était pas là. Elle avait glissé le jab avec un mouvement de tête minimal, avait laissé la croix passer à quelques centimètres de son visage, et avant que Travis ne puisse se rendre compte qu'il avait raté, sa contre-main droite avait déjà parcouru la distance jusqu'à sa mâchoire. Le bruit de l'impact résonna comme un coup de feu. Travis Cooper révulsa les yeux. Ses genoux fléchirent. Son précieux protège-dents s'échappa de ses lèvres dans un jet de salive qui illumina les lumières du plafond. Puis, du haut de ses 2 mètres et de ses 70 kilos, il s'effondra sur la toile. 12 secondes s'étaient écoulées. La foule était figée. Ce n'était pas censé arriver. Mais Travis Cooper gisait inconscient, les membres tremblants. « Lève-toi, Travis !» ordonna Victor d'une voix hésitante pour la première fois. « Lève-toi !» Mais Travis ne se levait pas. Kimberly appelait déjà le préparateur physique. Blake et Connor fixèrent leur coéquipier tombé, puis Zuri, qui se tenait calmement au centre du ring comme si elle ne venait pas de rendre un homme inconscient d'un seul coup de poing. « Tu as eu de la chance », annonça Victor d'une voix forte, essayant désespérément de contrôler son récit. Il n'était pas prêt. « Blake, vas-y. » Blake Morrison grimpa entre les cordes avec beaucoup moins d'assurance. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha les gants de Zuri. « Utilisez votre avantage en termes de portée. Frappez et bougez », a conseillé Victor. La cloche a sonné pour le 2e round. Blake tenta la stratégie, lançant des jabs hésitants tout en tournant à gauche. Mais Zuri coupa l'anneau avec un jeu de jambes si économique qu'il semblait facile. Blake lança un jab qu'elle para tout en se rapprochant. Son crochet du gauche suivant était prévisible. Zuri se baissa, se glissa à l'intérieur de sa garde et asséna un coup au foie avec une précision chirurgicale. Le visage de Blake devint blanc. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux. Son corps se replia. Il tomba à genoux, puis sur le côté, se recroquevillant en position fétale, tandis que son système nerveux gérait le signal de douleur accablant. 18 secondes. « C'est dingue », a déclaré Maya Rodriguez dans son téléphone, sa diffusion en direct attirant désormais des milliers de téléspectateurs. « Cette femme est en train de les démanteler. » Connor Hayes se tenait à l'extérieur du ring, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. « Connor », commença Victor, mais Connor secouait déjà la tête. « Putain, mec, je ne vais pas me faire endommager le cerveau pour $500 de l'heure. » Il recula, les mains levées en signe de reddition. « Ce n'est pas une débutante. Je ne sais pas qui elle est, mais je ne vais pas me battre avec elle. » Le visage de Victor rougit. Sa démonstration s'était effondrée en moins de 30 secondes. 2 de ses meilleurs élèves gisaient sur la toile, l'un inconscient, l'autre en position fétale, et le 3e refusait de s'avancer. « Attends !» dit Victor d'une voix brisée. Il sortit son téléphone, les doigts tremblants, et tapa rapidement dans Google. Le visage de Victor passa du rouge au pâle, puis au gris maladif. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans un son. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Quoi ?» cria quelqu'un. « Qu'as-tu trouvé ?» Victor leva les yeux vers Zuri, puis reporta son regard sur son téléphone. Sa voix était rauque. « Tu es Zuri, le chirurgien, Anderson. » Le nom a frappé la foule avec une force physique.
Plusieurs personnes ont poussé un cri de surprise. Triple championne du monde, lut Victor d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Médaillée de bronze olympique. 14 combats professionnels. 14 victoires. 12 par KO. Actuellement classée deuxième boxeuse mondiale livre pour livre. Le silence était absolu. Si vous venez d'assister au moment le plus satisfaisant du karma instantané, appuyez sur ce bouton d'abonnement et laissez un like, car le voyage de Zuri Anderson ne fait que commencer. Victor retrouva enfin sa voix. Madame Anderson, nous ne le savions pas. Si nous avions su qui vous étiez... Si tu avais su que j'étais célèbre, interrompit Zuri d'une voix aigre, alors tu m'aurais traité avec respect, mais une femme noire qui veut juste faire du sport, elle ne mérite pas le même respect, tu t'entends? Elle franchit les cordes. La foule s'écarta comme une masse d'eau. Je suis venu ici pour une raison. J'avais entendu des histoires d'autres femmes noires, de femmes de couleur, de toutes celles qui ne correspondaient pas à la définition étroite de ce qui appartient à ce genre d'espace. Des histoires de femmes suivies, interrogées, traitées comme des criminels. Et je voulais voir ça de mes propres yeux. Elle se dirigea vers la sortie. Arrivée à la porte, elle se retourna. Vous avez tous échoué au test. Vous avez vu une femme noire et formulé des suppositions fondées uniquement sur des préjugés. Vous avez créé un environnement où j'étais présumé coupable, incompétent, indésirable. Et vous l'avez fait avec autant de désinvolture, car vous l'avez probablement fait toute votre vie sans conséquence. Victor ouvrit la bouche, mais Zuri n'avait pas fini. Je suis sûr que d'ici demain, vous présenterez toutes des excuses sur les réseaux sociaux. Mais ce que je sais, ce n'est pas parce que vous êtes particulièrement horrible que cela arrive. C'est parce que le système fonctionne ainsi. Les femmes noires, les femmes de couleur, toute personne qui ne correspond pas à votre idéal, nous y sommes confrontés chaque jour. Nous sommes constamment obligés de prouver que nous avons notre place dans des espaces qui devraient être accessibles à tous. Elle poussa la porte, laissant entrer la lumière du soleil. Et quand on fait nos preuves, quand on élimine vos champions, quand on excelle malgré votre discrimination, vous paraissez surpris. Vous faites comme si on était l'exception. Mais ce n'est pas le cas. On est juste ceux qui n'ont pas laissé votre racisme nous arrêter. La porte se referma derrière Zuri Anderson, laissant l'Iron Cage Combat Academy dans un silence stupéfait. 7 ans plus tôt, Zuri Anderson était au sommet de sa forme. À 23 ans, elle avait remporté son premier championnat du monde de MMA à Las Vegas. La médaille de bronze olympique lui avait été décernée 2 ans plus tôt. Son père, Marcus Anderson, ancien Navy SEAL, lui a appris que la discipline était primordiale. Sa mère, le docteur Imani Anderson, était médecin du sport. Ensemble, Zuri a bénéficié d'une combinaison parfaite d'entraînement physique et de connaissances médicales. Mais le succès en tant que femme noire signifiait autre chose. Chaque victoire était remise en question. Elle était naturellement athlétique, plutôt que techniquement compétente. Elle gagnait grâce à l'agressivité plutôt qu'à la stratégie. Après son 3e titre mondial, Zuri a pris sa retraite, non pas à cause d'une blessure, mais d'épuisement. Épuisée par le racisme constant. Épuisée de devoir être 2 fois meilleure pour la moitié de la reconnaissance. Épuisée par les contrats de sponsoring qui ont été accordés à des combattantes blanches au palmarès bien moins bon. Elle avait voyagé pendant 3 ans. Thaïlande, Brésil, Russie, Japon, s'entraînant auprès de maîtres sans aucune pression pour faire ses preuves. Pour la première fois depuis son enfance, les arts martiaux étaient devenus une activité personnelle. À son retour au Colorado, Zuri se faisait discrète. Elle travaillait à temps partiel comme instructrice d'autodéfense dans des refuges pour femmes et enseignait aux enfants dans des centres communautaires. Elle portait des vêtements simples, conduisait une voiture modeste et évitait délibérément les signes de sa célébrité passée. Mais cet anonymat avait un prix. Sans les signes distinctifs de la réussite, Zuri n'était qu'une femme noire parmi d'autres, évoluant dans des espaces jamais conçus pour accueillir des personnes qui lui ressemblaient. Elle avait été suivie dans des magasins, interrogée dans son propre immeuble, arrêtée pour correspondance à une description.
Elle avait demandé l'abonnement d'essai à Iron Cage précisément parce qu'elle avait entendu d'autres femmes noires raconter des histoires sur les pratiques discriminatoires de la salle. En voyant le visage de Victor se décolorer, Zuri sentit quelque chose changer. Elle en avait assez d'être invisible. Elle en avait assez d'accepter la discrimination avec grâce. En 20 minutes, la vidéo avait été partagée 10 000 fois. Au matin, elle avait dépassé les 2 millions de vues sur de multiples plateformes. Les hashtags étaient révélateurs. Iron Cage Racism, Sac Sac, Zuri the Surgeon, Karma in the Ring. Victor Bennett s'est réveillé avec son téléphone qui explosait. Des SMS de propriétaires de salles de sport demandant leur distanciation sociale. Des courriels d'adhérents exigeant des remboursements. Des messages vocaux de sponsors mettant fin à leur partenariat. Zuri a engagé Simone Parker, avocate spécialisée dans les droits civiques. Ensemble, ils ont intenté une action en justice fédérale contre Iron Cage Combat Academy, Victor Bennett personnellement et la société mère. La plainte détaillait non seulement l'expérience de Zuri, mais aussi un modèle de discrimination documenté par des dizaines d'autres plaignants qui se sont manifestés après avoir vu la vidéo devenue virale. L'enquête s'est élargie. La Division des droits civiques du Colorado a ouvert une enquête plus large sur la discrimination dans les salles de sport haut de gamme de Denver. Elle a constaté une tendance constante. Les personnes de couleur payaient les mêmes tarifs, mais recevaient un service inférieur, étaient constamment interrogées et se sentaient mal accueillies. La compagnie d'assurance d'Iron Cage a rapidement réglé le litige. 2 millions de dollars ont été versés à Zuri, auxquels s'ajoutent 500 000 dollars pour les autres victimes. Mais l'avocate de Zuri a exigé plus que de l'argent. Elle a exigé des changements structurels, formation obligatoire contre la discrimination, pratiques de recrutement diversifiées, audits par des tiers et procédures de plainte transparentes. Victor Bennett a présenté des excuses écrites par son avocat, pleines de passivité et de reconnaissance vague. Mais le mal était fait. Sa réputation était détruite. Des combattants d'élite ont refusé de s'entraîner chez lui. De riches clients sont partis. 6 mois plus tard, Iron Cage allait déposer le bilan. Travis, Blake et Connor ont présenté leurs propres excuses, plus sincères que celles de leur entraîneur. La déclaration de Connor est devenue virale par son honnêteté brute. « J'ai passé des années à croire que j'étais ouvert d'esprit. Puis, je me suis vu en vidéo en train de traiter une championne du monde de criminelle à cause de sa couleur de peau. Je dois vivre avec le fait que je suis la personne que j'ai toujours cru ne pas être. » L'Assemblée législative du Colorado a adopté une nouvelle réglementation exigeant que les salles de sport soient soumises à des audits anti-discrimination réguliers. Ce projet de loi a été surnommé « Loi Zuri ». 3 semaines après la vidéo devenue virale, Zuri Anderson a franchi à nouveau les portes de l'Iron Cage Combat Academy. Mais cette fois, tout était différent. Elle portait un blazer anthracite sur mesure par-dessus sa tenue de sport, sa médaille de bronze olympique pendait bien en évidence autour de son cou. Son avocate, Simone Parker, marchait à ses côtés, portant une mallette en cuir remplie de documents de règlement. Derrière eux, une équipe de journalistes d'ESPN suivait, les caméras en marche. La salle de sport avait changé de direction. Victor Bennett avait quitté la salle, licencié par la société mère dans les 48 heures suivant la diffusion virale de la vidéo. Il était remplacé par Karen Martinez, ancienne kickboxeuse professionnelle et défenseur de la diversité dans les sports de combat. Elle avait été recrutée spécifiquement pour redorer le blason et la culture de la salle. « Madame Anderson ?» dit Karen en lui tendant la main avec une chaleur sincère. « Bon retour parmi nous. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous. » La transformation était visible partout. Une nouvelle signalétique annonçait « Tous les athlètes sont les bienvenus », en anglais et en espagnol. Des photos de combattants de tous horizons, hommes et femmes de toutes origines, ornaient les murs, là où auparavant seuls les champions blancs étaient exposés. Le personnel comprenait désormais des instructeurs de couleur et le code vestimentaire qui privait les participants de leur apparence physique avait été supprimé. Zuri traversait le complexe, les caméras capturant chaque instant. Les sacs de frappe auxquels on lui avait refusé l'accès. Le ring où elle avait mis Travis Cooper KO en 12 secondes.
le vestiaire où elle s'était changée tout en écoutant leurs prédictions cruelles sur son échec. « Cet endroit m'a fait mal », a déclaré Zuri au journaliste d'ESPN, la voix posée mais pleine d'émotion. Mais la douleur peut se transformer en but. Ce qui s'est passé ici était mal, mais ce qui se passera ensuite peut être bien. Elle s'est tournée vers la caméra. Victor Bennett et ses étudiants ont vu une femme noire et ont émis des hypothèses. Ils ont créé un environnement où j'étais présumée incompétente, présumée criminelle, présumée indésirable. Mais leur racisme n'était pas unique. Il était systémique. Et les problèmes systémiques exigent des solutions systémiques. L'accord de règlement ne concernait pas seulement l'argent. Zuri avait exigé et obtenu des changements complets. Chaque membre du personnel devait suivre 40 heures de formation anti-discrimination. La salle de sport avait mis en place des systèmes de plaintes anonymes permettant aux membres de signaler toute discrimination sans crainte de représailles. Des audits trimestriels sur la diversité seraient menés par des tiers indépendants. Et surtout, la salle de sport avait mis en place un programme de bourse offrant des abonnements gratuits aux jeunes issus de milieux défavorisés et issus de communautés racisées. « Je ne veux pas de vengeance », a poursuivi Zuri. « Je veux du changement. Je veux que les femmes noires, les femmes brunes, les femmes de toutes origines puissent accéder à des espaces comme celui-ci et être traitées avec la dignité et le respect qu'elles méritent, non pas parce qu'elles sont célèbres, ni parce qu'elles ont des qualifications, mais parce que ce sont des êtres humains qui ont payé pour un service. » Maya Rodriguez, la kickboxeuse qui avait filmé l'incident initial, travaillait désormais à la salle de sport comme coordinatrice de la diversité. Elle se tenait aux côtés de Zuri, émue par la transformation qu'elle avait contribué à documenter et qu'elle animait désormais. « Quand j'ai commencé à filmer ce jour-là, » a déclaré Maya, « je pensais simplement documenter un autre cas de racisme qui serait ignoré. Je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à un tel changement. Zuri ne s'est pas contentée de défendre ses propres intérêts, elle a défendu tous ceux d'entre nous qui ont eu le sentiment de ne pas être à leur place. » La couverture médiatique a suscité un débat national. D'autres salles de sport à travers le pays ont commencé à mettre en œuvre des politiques similaires. La Fédération internationale d'arts martiaux mixtes a annoncé de nouvelles normes pour les installations de ses membres, exigeant une formation anti-discrimination et une représentation diversifiée au sein de la direction. Mais tout le monde n'a pas salué ces changements. Victor Bennett était assis dans un fauteuil en cuir en face de son avocat, Gerald Morrison, dans un bureau du centre-ville de Denver qui sentait l'eau de Cologne chère et le désespoir. La vue à travers les baies vitrées montrait la ville s'étendant jusqu'aux montagnes, mais Victor ne regardait pas le paysage. Il fixait les documents du procès étalés sur le bureau en acajou. « 2 millions de dollars, dit Victor d'une voix caverneuse. Plus les dommages et intérêts punitifs, plus les frais d'avocat, plus... » « Et ta réputation, interrompit Gérald. Ce qui, franchement, vaut plus que l'argent. On peut se remettre d'une perte financière, mais ce que tu as fait devant la caméra à un médaillé olympique, il secoua la tête. C'est permanent. Le procès fédéral pour discrimination était accablant par ses détails. Simone Parker avait bien étudié la question. La plainte incluait non seulement l'expérience de Zuri, mais aussi les témoignages de 43 autres plaignants ayant subi une discrimination similaire chez Iron Cage au cours des 5 dernières années. Pièce à conviction A. Chaîne de courriels dans lesquels Victor évoquait la mise en œuvre de mesures de contrôle qualité, qui dissimulaient à peine un profilage racial. Il avait spécifiquement demandé au personnel de surveiller les membres de certains codes postaux, de vérifier leurs moyens de paiement à plusieurs reprises et de remettre en question leurs informations d'identification de manière plus rigoureuse. Pièce B. Enregistrement de caméras de sécurité montrant un comportement récurrent. Les membres blancs étaient accueillis chaleureusement et rarement interrogés. Les membres de couleur étaient suivis par le personnel, sommés à plusieurs reprises de présenter leur carte de membre et confrontés à leur présence. Pièce C. Les dossiers financiers montrent que les membres de couleur payaient les mêmes frais mais recevaient des séances de formation plus courtes, moins d'attention de la part des instructeurs et étaient systématiquement exclus des cours avancés quel que soit leur niveau de compétence. Pièce D.
SMS échangés entre Victor et ses instructeurs contenant des insultes racistes et des moqueries envers les personnes de couleur. Capture d'écran qui serait versée au dossier du tribunal fédéral et conservée à jamais comme preuve de sa moralité. La compagnie d'assurance veut un accord, a déclaré Gérald. Elle versera les 2 millions à Zuri, les 500 000 $ destinés aux autres victimes, et couvrira les travaux de rénovation du gymnase. Mais elle ne couvrira pas les dommages et intérêts punitifs, ce qui signifie qu'ils seront prélevés sur vos biens personnels. Le visage de Victor devint gris. On parle de combien? Le juge Harrison est connu pour ses importantes condamnations pénales dans les affaires de discrimination. Elles peuvent aller de 5 à 15 millions. Il faudrait tout liquider, maison, voiture, épargne retraite. On repartirait de 0 à 47 ans, sans rien. C'est dingue, murmura Victor. J'essayais juste de maintenir le niveau, de maintenir l'élite du gymnase. Ce n'était pas une question de race. Arrête, l'interrompit sèchement Gérald. Ne dis plus un mot, surtout pas avec ce raisonnement. Tu l'appelles « vous autres » sur la vidéo. Tu as remis en question ses qualifications, tu as présumé qu'elle était une criminelle et tu l'as humiliée publiquement en raison de son origine ethnique et de son sexe. Il n'y a aucune défense. Aucune. Les accusations criminelles ajoutaient une couche de complexité supplémentaire. Le procureur de Denver avait porté plainte pour agression et violation des droits civiques. Bien que Victor n'ait pas touché physiquement Zuri, il avait orchestré une situation où 3 hommes, membres d'un réseau sous sa supervision et son autorité, l'avaient agressé. La loi du Colorado a reconnu cela comme une association de malfaiteurs et une intimidation ethnique. Dans le pire des cas, poursuivit Gérald, vous risquez 3 à 5 ans de prison. Dans le meilleur des cas, vous plaidez coupable et risquez une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général et la perte définitive de vos certifications de formation. Travis Cooper, Blake Morrison et Connor Hayes ont chacun connu des ennuis judiciaires. Chacun avait été accusé de coups et blessures. Leurs avocats avaient négocié des accords de plaidoyer, sursis, probation, suivi psychologique obligatoire et excuses publiques. Mais leur vie avait été profondément bouleversée. Travis a perdu son emploi dans une entreprise technologique après que les RH ont déterminé que la vidéo virale enfreignait leur code de conduite. Blake a été renvoyé de son programme d'études supérieures à l'université de Denver. La fiancée de Connor avait rompu leurs fiançailles, lui disant qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un capable d'une telle cruauté. Les poursuites civiles engagées contre eux personnellement ont été tout aussi dévastatrices. Zuri ne les avait pas nommés dans sa plainte fédérale, contrairement à d'autres victimes. Les 3 hommes étaient accusés dans plusieurs affaires, risquant des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts cumulés. Voilà la réalité, dit Gérald à Victor. Tu as 2 choix, te battre devant les tribunaux, passer les 3 prochaines années en litige, dépenser tout ton argent en frais de justice et probablement perdre de toute façon. Ou régler le problème maintenant, assumer tes responsabilités, participer aux réformes imposées et tenter de reconstruire un semblant de vie. Victor a examiné l'accord de règlement. Il exigeait des excuses publiques, non pas une déclaration écrite par un avocat, mais une véritable vidéo d'excuses reconnaissant ses actes et les raisons de leur mauvaise conduite. Il était également tenu de participer à une formation et à une sensibilisation contre le racisme. Il devait renoncer définitivement à ses certifications d'entraînement. Il lui était également interdit de travailler à nouveau dans le secteur du fitness ou des arts martiaux, quel que soit son poste. « C'est ma vie », dit Victor doucement. « Je ne connais que le combat. Entraîner des gens, c'est tout ce que je suis. »« Non », répondit fermement Gérald. « Discriminer les gens, c'est ce qui t'a marqué. La question est de savoir si tu veux devenir quelqu'un de différent ou passer le reste de ta vie à être défini par la pire chose que tu aies jamais faite. » 6 mois après l'incident, le palais de justice fédéral du centre-ville de Denver est devenu le théâtre de ce que les analystes juridiques ont qualifié d'un des procès pour droits civiques les plus importants de l'histoire du Colorado. La juge Patricia Washington, une juge noire forte de 30 ans d'expérience et réputée pour son sens pratique de la justice, a présidé les débats.
La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient les derniers rangs. Des associations de défense des droits y avaient envoyé des représentants. Et assise à la tribune, vêtue d'une tenue professionnelle simple, se trouvait Zuri Anderson. Non plus la victime en tenue de sport, mais une femme de pouvoir prête à rendre justice. Simone Parker s'est levée pour prononcer son discours d'ouverture. C'était une femme remarquable d'une 50aine d'années, ses cheveux argentés étaient naturels, sa voix portait l'autorité de celle qui avait combattu des cas de discrimination pendant 3 décennies. « Votre honneur, membre du jury, » commença Simone, « cette affaire porte sur une question simple. Les femmes noires ont-elles le droit d'exister dans l'espace public sans être présumées criminelles, présumées incompétentes, présumées indésirables ?» Elle se dirigea vers la table des preuves et prit une capture d'écran imprimée de la vidéo virale. Voici Zuri Anderson, à qui on dit qu'elle n'a pas sa place dans une salle de sport où elle a payé un abonnement. Elle est mise au défi de se battre contre 3 hommes pour prouver qu'elle mérite d'avoir accès à l'équipement qu'elle a déjà acheté. Elle est traitée comme une sous-humaine en raison de sa couleur de peau et de son sexe. Simone a projeté la vidéo sur l'écran du tribunal. Même 6 mois plus tard, la regarder était inconfortable. La voix de Victor résonnait dans la salle d'audience. « Vous croyez toujours pouvoir entrer dans n'importe quelle salle de sport ?» La cruauté désinvolte, les préjugés racistes, l'humiliation publique. La défense vous dira qu'il s'agissait de maintenir les normes, poursuivit Simone. Ils diront que Victor Bennett protégeait son entreprise, imposait un contrôle qualité et garantissait la sécurité. Mais laissez-moi vous montrer ce que signifiait réellement le mot « norme » à l'Iron Cage Combat Academy. Elle a consulté des courriels, des SMS et des images de vidéosurveillance. Une tendance s'est dégagée, provoquant la colère visible de plusieurs jurés. Les membres blancs étaient accueillis chaleureusement, leurs qualifications n'étant jamais remises en question. Les membres de couleur étaient traités comme des suspects, leurs moindres faits et gestes surveillés, leur présence contestée. « Ce n'était pas une question de normes », a déclaré Simone, la voix haute et pleine de passion. « C'était une question de racisme. Un racisme systématique, institutionnel et délibéré visant à exclure certaines personnes d'espaces qui devraient être accessibles à tous ceux qui peuvent se les permettre. » Elle se tourna vers le jury. Zuri Anderson est médaillée olympique, triple championne du monde, l'une des meilleures artistes martiales de la planète, et rien de tout cela n'aurait dû compter. Elle aurait dû être traitée avec dignité et respect, même si elle n'avait jamais gagné un seul combat, parce que c'est un être humain, parce qu'elle a payé une adhésion, parce que la discrimination est inacceptable quelles que soient les qualifications de la victime. La plaidoirie de l'accusation était méthodique et accablante. Témoin après témoin, chacun a décrit des expériences similaires à Iron Cage. Marcus Thompson, un ingénieur logiciel noir, a témoigné avoir été suivi dans la salle de sport par le personnel, interrogé sur son adhésion 3 fois au cours d'une seule séance d'entraînement et finalement informé qu'il mettait les autres membres mal à l'aise et qu'il devrait envisager de s'entraîner ailleurs. Elena Rodriguez, une avocate latino-américaine, a raconté qu'on lui avait demandé à plusieurs reprises si elle était sûre de vouloir suivre des cours avancés, qu'on lui avait dit que les femmes comme elle préféraient généralement les groupes pour débutants et qu'on lui avait demandé si elle pouvait vraiment se permettre le niveau d'adhésion premium. David Chen, un médecin américain d'origine asiatique, a raconté qu'on lui avait dit qu'il devrait essayer la salle de karaté du coin, parce que Iron Cage était spécialisé dans différents styles de combat, le personnel supposant que son origine ethnique déterminait les arts martiaux qu'il pratiquait. Chaque témoignage s'appuyait sur le précédent, créant un schéma indéniable. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés. Il ne s'agissait pas de malentendus. Il s'agissait d'une politique, d'une culture, d'une discrimination délibérée ancrée dans le fonctionnement d'Iron Cage. Simone a ensuite appelé Kimberly Walsh, l'ancienne réceptionniste, à la barre. Kimberly avait bénéficié de l'immunité en échange de son témoignage. Assise à la barre, elle paraissait plus petite que dans la vidéo virale, son assurance passée remplacée par une honte visible. « Madame Walsh, » commença Simone, « pouvez-vous décrire la formation que vous avez reçue lorsque vous avez commencé à travailler chez Iron Cage ?»
La voix de Kimberly était basse. Victor m'a donné une liste de signaux d'alarme à surveiller. Des signes qui indiquaient que la salle de sport n'était peut-être pas faite pour quelqu'un. Quels étaient ces signaux d'alarme? Il m'a conseillé de faire attention aux codes postaux. Si l'adresse de quelqu'un se trouvait dans certains quartiers, je devais vérifier son mode de paiement plusieurs fois pour m'assurer que sa carte de crédit n'avait pas été volée. Il m'a expliqué que les habitants de ces quartiers essayaient souvent d'utiliser la salle de sport sans autorisation. Ces quartiers étaient-ils principalement des communautés de couleur? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre? Kimberly hésita, puis poursuivit. Il m'a conseillé de surveiller la façon dont les gens s'habillaient. S'ils ne portaient pas de vêtements de sport hors de prix, s'ils avaient l'air de revenir du travail ou des transports en commun, je devais me demander s'ils pouvaient vraiment se permettre l'adhésion. Il m'a dit que nous devions préserver une certaine image, attirer une certaine clientèle. A-t-il déjà mentionné explicitement la race? Pas directement pendant l'entraînement, mais en privé, oui. Il disait des choses comme « On ne veut pas que cet endroit se transforme en planète fitness » ou « On doit maintenir la qualité ». Le sous-entendu était clair. Il ne voulait pas de membres noirs ou métis. L'avocat de la défense, Gerald Morrison, a tenté de sauver la situation lors du contre-interrogatoire. « Madame Walsh, n'est-il pas vrai qu'Iron Cage comptait plusieurs membres de couleur? » « Oui, mais... » Donc la salle de sport n'excluait pas les gens en fonction de leur race, n'est-ce pas? Sans les exclure explicitement, ils se sentaient très mal à l'aise. Les rares membres de couleur restés ont dû faire face à des interrogatoires et une surveillance constante. La plupart n'ont pas renouvelé leur adhésion après l'expiration de leur adhésion initiale. Mais ils ont été autorisés à nous rejoindre au départ, n'est-ce pas? Légalement, oui. Mais la culture indiquait clairement qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Gerald a tenté une autre approche. N'est-il pas possible que M. Bennett ait simplement cherché à maintenir les normes de sécurité? Qu'il se souciait de sa responsabilité, de s'assurer que ses membres avaient un niveau de formation approprié? Alors pourquoi les membres blancs n'ont-ils jamais été interrogés sur leur niveau de formation? Rétorqua Kimberly. Pourquoi leurs diplômes ont-ils été acceptés immédiatement alors que les membres de couleur ont dû faire leurs preuves à maintes reprises? Le silence retomba dans la salle d'audience. Gerald resta silencieux. La défense était faible, et tout le monde dans la salle d'audience le savait. Gerald Morrison avait la tâche peu enviable de défendre l'indéfendable en essayant d'expliquer des heures de preuves vidéo, des dizaines de témoignages et les propres paroles de Victor Bennett filmées. Victor prit la parole pour sa propre défense, une décision que Gerald avait déconseillée, mais que Victor avait insisté. Il portait un costume classique, son air d'antan complètement disparu, remplacé par l'attitude vaincue d'un homme qui savait qu'il avait déjà perdu. « Monsieur Bennett, » commença prudemment Gerald, « pouvez-vous expliquer ce que vous pensiez le jour où Madame Anderson est entrée dans votre salle de sport? » La voix de Victor était calme. « Je pensais protéger mon entreprise. J'avais créé Iron Cage à partir de rien, créé un espace pour les athlètes de haut niveau, et je m'inquiétais de maintenir ce niveau. Et quand vous avez vu Madame Anderson, qu'est-ce qui vous a inquiété? Je ne l'ai pas reconnue. Elle n'était pas habillée comme nos collègues habituels. Elle venait d'un quartier qui... » Sa voix s'éteignit, réalisant à quel point cela sonnait mal. « Quoi? » demanda Gerald, essayant de le guider. « Ce n'était pas typique de notre clientèle, » termina faiblement Victor. Simone Parker a été contre-interrogée et toute la salle d'audience a senti du sang dans l'eau. Monsieur Bennett, je voudrais m'assurer d'avoir bien compris. Quand vous avez vu une femme noire en tenue de sport modeste, issue d'un quartier populaire, vous avez pensé qu'elle n'avait pas sa place dans votre salle de sport. Est-ce exact? Ce n'était pas une question de race? Monsieur Bennett, je vais vous faire écouter un enregistrement. C'est votre voix lors de l'incident. Veuillez m'écouter. Le son était diffusé par les haut-parleurs de la salle d'audience. Vous voyez l'UFC à la télévision et vous pensez que vous pouvez simplement entrer dans n'importe quelle salle de sport. Monsieur Bennett, à qui vouliez-vous parler par « vous » ? Je voulais dire des gens qui n'étaient pas des combattants expérimentés. Vous n'avez pas dit « combattants inexpérimentés », vous avez dit « vous ».
Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire? Victor n'avait pas de réponse satisfaisante. La salle d'audience attendait dans un silence pesant. Simone continua sans relâche. Monsieur Bennett, combien de femmes blanches en tenue de sport, issues de quartiers populaires, avez-vous personnellement incité à se battre contre vos élèves pour prouver qu'elles méritaient d'être membres? Aucun. Combien d'hommes blancs? Aucun. Donc, cette norme que vous prétendez appliquer, vous ne l'avez appliquée qu'aux femmes noires. C'est exact? Ce n'est pas... Je n'y ai pas pensé de cette façon. Mais c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ce que montrent les preuves. C'est ce qu'ont affirmé 43 témoins. C'est ce que vos propres propos, enregistrés en vidéo, démontrent. Victor resta muet. Son avocat parut découragé. Le jury, lui, parut convaincu. Le juge Washington a suspendu l'audience avant la plaidoirie finale. À la reprise des débats, Simone a prononcé une plaidoirie finale qui allait être reprise dans les cours de droit civique pendant des années. Cette affaire ne concerne pas seulement l'expérience d'une femme, a déclaré Simone au jury. Il s'agit d'un modèle de discrimination qui existe dans des milliers d'espaces à travers le pays. Salles de sport, magasins, restaurants, lieux de travail. Partout où les femmes noires et les personnes de couleur tentent d'accéder à des services pour lesquels elles ont payé, des espaces qu'elles ont parfaitement le droit d'occuper. Victor Bennett n'était pas un acteur rebelle. Il était le produit d'un système qui nous apprend que certaines personnes ont leur place et d'autres non, que certains corps sont bienvenus et d'autres suspects, que les espaces blancs doivent être protégés de l'intrusion des Noirs et des Latinos. Mais voici ce que M. Bennett ignorait. Zuri Anderson n'avait pas besoin de sa permission pour être membre. Elle n'avait pas besoin de lui prouver sa valeur. Elle était déjà membre, car elle est un être humain doté de dignité et de droits. L'adhésion qu'elle a payée n'était pas une faveur, c'était une transaction. Elle avait parfaitement le droit d'être là. Votre verdict d'aujourd'hui envoie un message clair sur le type de société que nous voulons. Acceptons-nous la discrimination comme prix à payer pour faire des affaires? Laissons-nous des individus comme Victor Bennett créer un environnement hostile pour les personnes de couleur? Ou affirmons-nous, clairement et sans équivoque, que ce comportement a des conséquences? Le jury a délibéré pendant 6 heures. À son retour, la présidente était là, munie du formulaire de verdict. Pour ce qui est des violations des droits civiques fédéraux, nous déclarons l'accusé Victor Bennett coupable. La salle d'audience s'est enflammée, les avocats ont applaudi, les journalistes ont tapé frénétiquement les dernières nouvelles. Victor Bennett s'est pris la tête dans les mains. Le marteau du juge Washington claqua comme le tonnerre. À l'ordre dans cette salle d'audience. Lorsque le silence revint, le juge regarda directement Victor Bennett. Monsieur Bennett, vous avez usé de votre autorité pour humilier et discriminer Madame Anderson et des dizaines d'autres personnes. Vous avez créé un environnement hostile fondé sur l'origine ethnique et le sexe. Vous avez instrumentalisé votre entreprise pour imposer vos préjugés personnels. Ce tribunal juge vos actes répréhensibles et mérite une lourde sanction. Elle a consulté ses notes avant de prononcer la phrase. Vous êtes par la présente condamné à verser à Madame Anderson 2 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires. De plus, vous devrez verser 8 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs à répartir entre les autres plaignants. Vous serez soumis à une période probatoire de 3 ans, durant laquelle vous effectuerez 500 heures de travaux d'intérêt général au sein d'organismes au service des communautés de couleur. Vous suivrez une formation complète contre le racisme. Il vous sera également interdit à titre permanent de travailler dans le secteur du fitness ou des arts martiaux, à quelque titre que ce soit. Le visage de Victor s'effondra. Son avocat posa une main sur son épaule tandis que la réalité s'imposait. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait été, disparut. Si ce moment de responsabilité vous a touché, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous fait preuve de clémence à la place de Zuri? Car le dernier chapitre est sur le point de révéler le véritable pouvoir de la justice et de la transformation. Le juge Washington n'avait pas terminé. Monsieur Bennett, je veux que vous compreniez une chose. Vous n'avez pas seulement blessé Madame Anderson.
Vous avez blessé toutes les personnes de couleur qui ont franchi vos portes et se sont senties indésirables. Vous avez blessé toutes les jeunes filles noires qui auraient pu pratiquer les arts martiaux, mais qui pensaient que des espaces comme le vôtre n'étaient pas pour elles. Vous portez préjudice à la société en perpétuant le racisme qui nous divise. Elle marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Mais tu t'es aussi fait du mal. Tu as détruit ta propre vie à cause de tes préjugés. C'est ce que fait le racisme. Il empoisonne tout ce qu'il touche, y compris les racistes. Le marteau s'abattit une dernière fois. L'audience est levée. Alors que la salle d'audience se vidait, Zuri Anderson se leva et se dirigea vers la sortie. Les journalistes affluèrent, mais elle leva la main pour réclamer le silence. Aujourd'hui, justice a été rendue. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux à qui on a dit un jour qu'ils n'avaient pas leur place dans des espaces qu'ils auraient parfaitement le droit d'occuper. Ce verdict le dit clairement. La discrimination a des conséquences. Elle regarda droit dans les yeux la caméra. À chaque femme noire, à chaque femme de couleur, à chaque personne qui s'est sentie inférieure, vous avez votre place. Vous avez toujours eu votre place. Ne laissez pas les préjugés de qui que ce soit définir votre valeur. Sur ce, Zuri Anderson est sortie du palais de justice, la tête haute, victorieuse non pas par la violence mais par la poursuite constante et incessante de la justice. 5 ans après le verdict, Zuri Anderson se tenait devant un auditorium bondé de l'Université du Colorado, s'adressant à 200 étudiants et professeurs venus entendre son expérience. L'auditoire vibrait d'impatience. Il s'agissait de la femme dont la confrontation virale avec le racisme avait déclenché un débat national sur la discrimination dans les espaces sportifs. « Ce jour-là, à Iron Cage a changé ma vie », a déclaré Zuri au public d'une voix assurée et assurée. Mais pas comme on pourrait le croire. Oui, j'ai gagné le procès. Oui, Victor Bennett a dû en subir les conséquences. Oui, la salle s'est transformée. Mais la véritable victoire, c'est ce qui est venu après, ce que j'ai choisi de reconstruire sur les cendres de cette humiliation. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, montrant des photos de la Fondation Athletic Anderson, son organisation à but non lucratif qui dispense des cours gratuits d'arts martiaux aux jeunes défavorisés du Colorado. Les images montraient des enfants de tous horizons, vêtus de gis propres, s'entraînant dans des installations bien équipées, le visage rayonnant de concentration et de joie. Nous avons formé plus de 3000 enfants ces 5 dernières années, a poursuivi Zuri. La plupart viennent de communautés racisées, de familles modestes, de milieux où les arts martiaux semblaient inaccessibles, un luxe pour les enfants blancs aisés, pas pour eux. Nous ne leur apprenons pas seulement à se battre. Nous leur inculquons la confiance, la discipline et l'estime de soi. Nous leur apprenons à trouver leur place dans chaque espace où ils choisissent de s'installer. L'écran montrait des images de jeunes filles noires lançant des coups parfaits, précis et puissants. Des garçons latinos pratiquant le kata avec une concentration intense. Un groupe d'adolescents hétéroclites s'entraînant, riant et se soutenant, sans distinction d'origine ethnique ou de milieu. C'étaient ces enfants que la vision du monde de Victor Bennett aurait exclus. Victor Bennett a passé sa carrière à exclure ceux qui ressemblaient à ses enfants, a déclaré Zuri, la voix à la fois triste et déterminée. J'ai passé les 5 dernières années à les inclure. C'est ainsi qu'on combat le racisme, non seulement en le punissant, mais en construisant quelque chose de meilleur à sa place. La Fondation opérait dans 12 sites à travers le Colorado, de Denver à Colorado Springs, d'Aurora à Pueblo. Chaque établissement était composé d'instructeurs issus de milieux divers, dont beaucoup étaient d'anciennes victimes de discrimination qui avaient trouvé leur vocation dans l'enseignement à la nouvelle génération. Le programme comprenait non seulement des techniques d'arts martiaux, mais aussi des cours sur l'autonomie, la connaissance de ses droits et la lutte contre l'injustice. Nous enseignons à ces enfants ce que j'ai appris à mes dépens, explique Zuri. Que votre valeur ne dépend pas des préjugés des autres. Que vous avez le droit d'occuper un espace, d'exiger le respect, d'exister sans justifier votre présence. Et nous leur enseignons des compétences pratiques. Comment documenter une discrimination, comment porter plainte, comment obtenir justice en cas de préjudice. La Fondation était devenue un vivier de jeunes combattants.
17 élèves de Zurich avaient concouru au niveau national. 4 avaient obtenu des bourses universitaires. 2 s'entraînaient pour les Jeux olympiques. Mais les véritables réussites étaient plus discrètes. La jeune fille timide qui avait trouvé sa voie grâce aux arts martiaux, le garçon victime de harcèlement qui avait appris à se tenir droit, l'adolescent issu d'un quartier difficile qui avait découvert que la discipline pouvait changer sa trajectoire. Maya Rodriguez, qui avait filmé la confrontation initiale, était désormais directrice générale de la fondation. Assise au premier rang de l'auditorium, elle acquiesçait du chef au discours de Zuri, témoignant de son propre cheminement de transformation dans son assurance professionnelle. Quand j'ai appuyé sur « Enregistrer » sur mon téléphone ce jour-là, avait déclaré Maya au journaliste plus tôt, j'essayais simplement de documenter l'injustice. Je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à une telle situation. Une organisation entière se consacrerait à faire en sorte que ce qui est arrivé à Zuri n'arrive plus jamais à un autre enfant. C'est ça, le pouvoir de s'exprimer, de refuser de laisser la discrimination se cacher dans l'ombre. L'impact de la Fondation s'est étendu au-delà des arts martiaux. Elle était devenue un véritable pôle communautaire, proposant des cours particuliers, du mentorat, des ateliers de préparation à l'université et des formations professionnelles. Les parents qui déposèrent leurs enfants à des cours d'arts martiaux y restaient pour des séminaires d'éducation financière ou des cours d'anglais langue seconde. Ces espaces sont devenus des lieux de rassemblement où les communautés racisées pouvaient se sentir en sécurité, soutenues et valorisées. On me demande souvent si j'ai pardonné à Victor Bennett, a déclaré Zuri répondant à la question qui revenait inévitablement dans chaque interview. Le pardon est une affaire personnelle, et honnêtement, j'y travaille encore. Mais ce que je peux dire, c'est que je refuse de laisser son racisme définir ma vie. Je refuse que cette soirée d'humiliation devienne toute mon histoire. Au contraire, j'ai pris la douleur qu'il m'a causée et je l'ai transformée en but. Elle a cliqué sur une nouvelle diapositive montrant les plans d'expansion de la Fondation. De nouvelles installations dans 5 États supplémentaires, des partenariats avec des écoles, un fonds de bourse d'études d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Voilà à quoi ressemble la victoire, a déclaré Zuri. Pas seulement gagner un procès, pas seulement détruire la carrière d'un entraîneur raciste, mais construire quelque chose de durable, quelque chose qui nous survivra à tous. Ces jeunes sont mon héritage. Leur réussite, leur confiance, leur refus de la discrimination. Voilà ce qui permet de vaincre le racisme à long terme. Le public a applaudi à tout rompre. Les étudiants se sont levés, beaucoup émus, certains essuyant des larmes. Ce n'était pas seulement une histoire de lutte contre le racisme, c'était un plan pour transformer la douleur en pouvoir. Lors de la séance de questions-réponses, une jeune femme noire a levé la main. « Madame Anderson, j'ai moi aussi été victime de discrimination dans le milieu sportif. J'ai peur de m'exprimer car je n'ai pas vos références, votre plateforme, votre protection. Que dites-vous à des gens comme moi ?» La réponse de Zuri fut immédiate et passionnée. Nul besoin de diplôme pour mériter le respect. Nul besoin d'être médaillé olympique pour exiger la dignité. Le simple fait d'être un être humain qui a payé pour un service suffit. Documentez toujours ce qui se passe. Vidéo, audio, témoins. Déposez plainte. Ne vous laissez pas réduire au silence. Et sachez que des organisations comme la nôtre existent pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Connor Hayes assista à la conférence, assis au dernier rang, espérant passer inaperçu. Le jeune homme qui s'était moqué de Zuri 5 ans plus tôt avait changé d'air. Plus humble, plus calme, marqué par le poids de ses erreurs. Après la conférence, il s'approcha de Zuri avec hésitation. « Madame Anderson, je sais que je n'ai pas le droit de vous parler, » dit Connor, la voix lourde d'émotion. « Mais je voulais que vous sachiez que je suis bénévole à votre fondation tous les week-ends depuis 3 ans. J'enseigne à des enfants, j'essaie de me racheter. Je ne pourrai jamais réparer le mal que j'ai causé, mais j'essaie de faire mieux. » Zuri l'observa un long moment. « Connor, la responsabilité ne se résume pas à une punition. C'est une question de changement. Tu as fait le travail, le dur et pénible travail de confronter ton propre racisme et d'essayer de t'améliorer. C'est important. »
Continue. Les yeux de Connor se remplirent de larmes. Merci. Je ne mérite pas votre gentillesse, mais merci. Ce n'est pas de la gentillesse, a répondu Zuri. Il s'agit de reconnaître que chacun peut changer. C'est tout l'intérêt de ce que nous construisons. Un monde où chacun ne se laisse pas simplement exclure, mais où il a la possibilité de se transformer s'il est prêt à s'investir. Travis Cooper avait pris un chemin différent. Après avoir perdu son emploi et subi une humiliation publique, il avait sombré dans la dépression et la colère. Il avait publié sur les réseaux sociaux des diatribes acerbes contre la cancel culture et le racisme inversé, refusant d'assumer la responsabilité de ses actes. Sa vie restait un exemple édifiant de ce qui arrive quand on choisit la défensive plutôt que l'épanouissement. Blake Morrison se situait quelque part entre les deux. Il avait présenté des excuses sincères, participé à une formation antiraciste, mais peinait à comprendre pleinement la gravité de ses actes. Il avait déménagé dans un autre État, recommencé à travailler et, de manière générale, gardait la tête basse, sans chercher activement à s'améliorer, mais au moins sans causer activement de tort. Victor Bennett, cependant, avait complètement disparu de la scène publique. En faillite, déshonoré, dépouillé de tout ce qu'il avait construit, il était devenu une histoire de fantôme, le récit édifiant que les organisations utilisaient dans leur formation sur la diversité. Ne soyez pas comme Victor Bennett était devenu l'abréviation de « Ne laissez pas votre racisme détruire votre vie ». 10 ans après l'incident, la transformation était totale. Ce qui avait commencé comme une simple vidéo virale de discrimination s'était transformé en un mouvement national pour la responsabilisation et le changement dans les espaces sportifs. Summit Martial Arts, l'académie de combat Iron Cage rebaptisée et restructurée, était devenue la référence en matière de salles de sport inclusives. 60% de ses membres étaient issus de minorités ethniques. Son personnel reflétait cette diversité et sa culture avait subi une transformation radicale. Les murs, autrefois exclusivement occupés par des champions blancs, présentaient désormais des combattants de toutes origines, de tous sexes et de tous horizons. Karen Martinez, la nouvelle propriétaire, avait fait de Summit une franchise comptant 12 établissements dans le Colorado. Chaque établissement appliquait une politique anti-discrimination stricte, avec une tolérance zéro pour les préjugés raciaux et une formation complète pour tous les membres du personnel. « Nous ne formons pas que des boxeurs », a déclaré Karen à un magazine économique qui l'interviewait sur le succès de la salle. « Nous créons une communauté. Nous créons des espaces où chacun se sent bienvenu, quelles que soient ses origines, son apparence ou son budget. Et devinez quoi, c'est incroyablement rentable. Il s'avère que traiter les gens avec dignité est bon pour les affaires. » L'histoire était devenue une lecture incontournable des programmes de MBA, car elle illustre comment la discrimination nuit aux marques et comment les pratiques inclusives favorisent la réussite. La Harvard Business School a intégré Summit Martial Arts à son programme, démontrant ainsi que la diversité n'est pas seulement éthique, mais aussi économiquement judicieuse. Kimberly Walsh, l'ancienne réceptionniste qui avait participé à l'humiliation de Zuri, avait elle-même connu une transformation. Après avoir témoigné contre Victor Bennett, elle avait été renvoyée d'Iron Cage, mais rapidement embauchée par Summit Martial Arts comme coordinatrice diversité et inclusion. Elle a mis à profit son expérience, sa complicité dans la discrimination pour former d'autres membres du personnel à reconnaître et à combattre les préjugés. « Je faisais partie du problème », a déclaré Kimberly aux nouveaux employés lors des séances d'accueil. « J'appliquais les politiques racistes de Victor parce que je voulais m'intégrer, parce que je ne remettais pas en question l'autorité, parce que je bénéficiais du même privilège blanc qui excluait les autres. Comprendre mon rôle dans ce système était douloureux, mais cette douleur m'a motivé à m'améliorer, à construire quelque chose de meilleur. » Parmi ces présentations figurait une vidéo devenue virale, forçant les employés à assister à sa propre humiliation de Zuri. C'était inconfortable, brutal, mais efficace. Voir quelqu'un reconnaître ses erreurs et s'engager à changer a eu plus d'impact que n'importe quel manuel de formation à la diversité en entreprise. L'Assemblée législative du Colorado avait adopté la loi Zuri,
une réglementation complète exigeant que les installations sportives soient soumises à des audits anti-discrimination réguliers, maintiennent des processus de plainte transparents et affichent des pratiques de recrutement diversifiées. Cette loi était devenue un modèle pour d'autres États, 15 d'entre eux ayant mis en œuvre une réglementation similaire en 5 ans. La Fédération internationale d'arts martiaux mixtes, FIM, a adopté de nouvelles normes pour ses établissements membres du monde entier, directement inspirées par le cas de Zuri. Les salles devaient démontrer leur conformité aux politiques anti-discrimination, sous peine de perdre leur accréditation. Mais l'héritage le plus significatif fut peut-être celui des milliers de jeunes inspirés par l'histoire de Zuri. Les candidatures de filles de couleur au programme d'arts martiaux avaient augmenté de 300% à l'échelle nationale. Les jeunes femmes noires citent Zuri comme une source d'inspiration pour pratiquer les sports de combat, pour refuser les espaces qui les excluaient et pour exiger le respect qu'elles méritaient. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos de jeunes combattantes dédiant leur victoire à Zuri Anderson. Shashak pour Zuri est devenu un hashtag célébrant les exploits face à la discrimination. Des athlètes de couleur, tous sports confondus, ont fait référence à son histoire lorsqu'ils ont été confrontés au racisme dans leur propre discipline. La fondation sportive Anderson s'est étendue au-delà du Colorado, intervenant dans 12 États et prévoyant une couverture nationale. Plus de 10 000 enfants ont suivi leur programme, apprenant non seulement les arts martiaux, mais aussi l'autonomie sociale, l'organisation communautaire et la justice sociale. Le programme de bourse de la Fondation a permis à 127 étudiants d'intégrer l'université, dont beaucoup étaient les premiers de leur famille à poursuivre des études supérieures. Les répercussions se sont étendues à des communautés entières. Des jeunes diplômés sont rentrés chez eux pour enseigner, encadrer et transformer les quartiers qui les avaient façonnés. Maya Rodriguez avait écrit un livre sur son expérience de tournage de la confrontation et la construction des fondations. Witnessing Justice, How One Video Changed Everything est devenu un best-seller, utilisé dans les cours de sociologie et les programmes de formation à la diversité à travers le pays. Ce que j'ai appris, écrit Maya dans la conclusion du livre, c'est que la documentation est importante. Consigner les injustices ne suffit pas, il faut agir avec ces preuves. Il faut transformer le témoignage en action, l'observation en intervention, la prise de conscience en changement. C'est ce que Zuri m'a appris. C'est ce qu'elle nous a appris à tous. La vidéo originale avait été visionnée plus de 50 millions de fois. Elle avait été analysée dans des articles universitaires, citée dans des mémoires de la Cour suprême sur la discrimination et diffusée dans d'innombrables salles de classe comme exemple de racisme systémique en action. Mais surtout, cela avait changé des vies. Pas seulement celle de Zuri, ni celle de Victor Bennett, mais celle de milliers de personnes qui avaient vu la vidéo et s'étaient reconnues, soit comme victimes ayant subi une discrimination similaire, soit comme auteurs de violences n'ayant jamais réfléchi à l'impact de leurs actes sur les autres. La mère de Travis Cooper avait vu la vidéo et reconnu la cruauté de son fils. Elle l'avait contraint à suivre une thérapie, à affronter le racisme qu'elle lui avait involontairement inculqué à travers toute une vie de préjugés subtils et de préjugés non examinés. Leur relation restait tendue, mais au moins elle avait essayé d'intervenir pour briser le cycle. Le professeur d'université de Blake Morrison avait montré la vidéo en classe, ce qui avait donné lieu à une conversation douloureuse mais nécessaire sur la participation de Blake. Ce moment de prise de responsabilité publique avait été le catalyseur de ces tentatives sincères, quoique imparfaites, de développement. Même ceux qui n'avaient jamais rencontré Zuri, n'avaient jamais mis les pieds dans la cage de fer, n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux, ont été touchés par son histoire. Des parents ont eu des conversations difficiles avec leurs enfants sur le racisme. Des enseignants ont intégré l'incident dans leur programme de cours. Des employeurs ont révisé leur politique anti-discrimination. L'affaire a créé une jurisprudence, établissant des précédents juridiques sur les environnements hostiles dans les espaces sportifs, sur la responsabilité des propriétaires d'installations en cas de conduite discriminatoire, sur les normes de preuve du racisme systémique dans les affaires de droit civique. 10 ans plus tard, les étudiants en droit ont étudié Anderson contre Iron Cage Combat Academy dans
Leur cours sur les droits civiques, en analysant comment l'affaire avait renforcé les protections contre la discrimination et élargi la définition des environnements hostiles. 10 ans après ce vendredi soir de mai, Zuri Anderson retourna dans l'ancien bâtiment de l'Iron Cage Combat Academy. Summit Martial Arts organisait un championnat de jeunes, et Zuri était l'invité d'honneur. L'établissement était méconnaissable par rapport à l'espace qu'il avait rejeté 10 ans plus tôt. Là où autrefois des murs blancs et stériles n'affichaient que des champions masculins blancs, des fresques murales éclatantes célébraient désormais des combattants du monde entier. L'équipement était à la pointe de la technologie, mais accessible avec des programmes pour tous les budgets afin de garantir que les obstacles économiques n'excluent pas les athlètes talentueux. Elle a vu de jeunes boxeurs, noirs, blancs, asiatiques, latinos, autochtones, s'affronter avec respect et habileté. Elle a vu des parents encourager leurs enfants sans se soucier de l'origine ethnique de leurs adversaires. Elle a vu des instructeurs de tous horizons enseigner à des élèves de tous horizons, créant ainsi l'environnement inclusif pour lequel elle s'était tant battue. « C'est pour ça que je me suis battue », a déclaré Zuri au journaliste d'ESPN qui documentait l'anniversaire. Pas la vengeance, pas la destruction, la transformation, la preuve que les espaces peuvent changer, que la culture peut évoluer, que la justice n'est pas seulement une punition, c'est une possibilité. Regardez ces jeunes. Ils n'imaginent pas qu'il y a 10 ans, beaucoup d'entre eux n'auraient pas été les bienvenus ici. Ils pensent simplement qu'ils ont leur place. Et ils ont raison. Le journaliste a posé la question à laquelle tout le monde voulait une réponse. Avez-vous déjà pensé à Victor Bennett, à ce qui lui est arrivé? Zuri marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense à lui parfois, ni avec satisfaction, ni par esprit de vengeance, surtout avec tristesse. Il a détruit sa propre vie par son racisme. Il aurait pu participer à tout cela. Elle désigna la salle de sport prospère et diversifiée qui les entourait. Mais il a choisi l'exclusion plutôt que l'inclusion. Il a choisi les préjugés plutôt que le possible, et ce choix lui a tout coûté. Elle poursuivit d'une voix pensive. Mais voici ce que j'ai appris. Se concentrer sur Victor Bennett lui donne trop de pouvoir dans cette histoire. Il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de chaque enfant de ce bâtiment qui apprend qu'il mérite le respect. Il s'agit de chaque femme noire qui entre dans un espace sportif la tête haute, consciente des conséquences de la discrimination. Il s'agit de construire le monde que nous voulons plutôt que de détruire celui que nous ne voulons pas. Une jeune fille noire s'approcha timidement, tendant une photo pour un autographe. Elle paraissait avoir une 12aine d'années, vêtue d'un kimono et d'une ceinture verte soigneusement nouée autour de la taille. « Madame Anderson, j'ai vu votre vidéo à l'école. Mon professeur a dit que vous aviez tout changé. C'est vrai ?» Zuri s'agenouilla au niveau de la jeune fille et força son regard à la regarder. « Je n'ai pas tout changé, ma chérie, mais j'ai changé quelque chose. Et quand suffisamment de gens changent quelque chose, quand suffisamment de gens refusent la discrimination, quand suffisamment de gens se lèvent et disent « c'est mal », finalement, tout change. Tu comprends? La jeune fille hocha la tête solennellement, les yeux écarquillés par une compréhension au-delà de son âge. « Bien. Maintenant, montre-moi ta position. Voyons si tu t'entraînes correctement. » La jeune fille adopta une posture de combat parfaite, équilibrée, centrée, confiante. Son poids était correctement réparti, ses mains positionnées pour l'attaque comme pour la défense, et sa posture reflétait l'assurance que confère un bon entraînement et un environnement bienveillant. « Magnifique !» dit Zuri avec un sourire chaleureux. « Absolument magnifique. Tu as ta place ici. Tu as ta place dans tout espace où tu choisis de pénétrer. Souviens-toi de ça. Tu as toujours ta place. Ne laisse personne te faire sentir autrement. » La jeune fille rayonnait et courut vers sa mère, debout près d'elle, le visage ruisselant de larmes. Sa mère murmura un « merci » à Zuri, et dans ce simple échange résidait tout ce pourquoi Zuri s'était battue. Une jeune fille noire qui grandirait en connaissant sa valeur, qui n'accepterait jamais la discrimination comme une fatalité, qui exigerait le respect comme un droit inaliénable. Dès le début du tournoi, Zuri prit place à la place d'honneur.
Les jeunes combattants se livrèrent à une compétition pleine d'adresse et de sportivité, leurs techniques témoignant d'un excellent entraînement et leurs attitudes reflétant la culture inclusive qui avait remplacé l'environnement toxique de Victor Bennett. Entre les matchs, Zuri repensait à son parcours. De l'humiliation à la justification, de la douleur à la détermination, de la victime à la victoire, non pas par la violence, mais par un travail constant et patient pour construire quelque chose de meilleur. Elle pensait aux 3000 enfants qui s'étaient entraînés dans sa fondation, aux 17 États qui avaient adopté des lois anti-discrimination inspirées par son cas, aux innombrables jeunes femmes de couleur qui s'étaient lancées dans les arts martiaux parce qu'elles avaient vu quelqu'un qui leur ressemblait refuser d'accepter l'exclusion. Elle pensait à Connor Hayes, qui avait consacré 5 ans à se porter volontaire pour expier une soirée de cruauté. À Maya Rodriguez, qui avait transformé le témoignage en plaidoyer. À Kimberly Walsh, qui avait transformé la complicité en engagement pour le changement. Elle pensait à la communauté qui s'était rassemblée autour d'elle, l'avocat qui avait pris son cas, le juge qui avait rendu justice, les médias qui avaient amplifié son histoire, les gens ordinaires qui avaient dit « c'est mal » et exigé des comptes. Et elle a pensé à chaque personne qui avait regardé cette vidéo virale et avait fait un choix, le choix d'examiner ses propres préjugés, de dénoncer la discrimination, de créer des espaces plus inclusifs dans ses propres sphères d'influence. C'était là la véritable victoire. Ni l'argent du règlement, ni la destruction de la carrière de Victor Bennett, ni même la transformation d'une salle de sport. La véritable victoire résidait dans le changement culturel, l'engagement collectif à faire mieux, les milliers de petites actions qui, cumulées, ont permis un changement significatif. Le tournoi s'est terminé par la remise du trophée de championne par Zuri à une jeune latina qui s'était battue avec un talent et un cœur extraordinaires. Tandis que la jeune fille brandissait le trophée au-dessus de sa tête, sous les acclamations enthousiastes de sa famille dans les tribunes, Zuri sentit le poids de la décennie s'alléger de ses épaules. C'est pour cela qu'elle s'était battue. C'est pour cela qu'elle avait enduré l'humiliation, le procès, la surveillance publique, le douloureux processus de transformation du traumatisme en témoignage. Pour que cette fille, et des milliers d'autres comme elle, grandissent dans un monde où leur présence dans les espaces sportifs ne serait pas remise en question, où leurs capacités ne seraient pas mises en doute, où leur humanité ne serait pas conditionnée. Quel est votre avis sur cette histoire? À la place de Zuri, auriez-vous eu la grâce de transformer la douleur en but? Auriez-vous construit quelque chose de positif à partir de la discrimination? Ou auriez-vous choisi une autre voie? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou vous a rappelé que la justice est réelle et que la transformation est possible, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus d'histoires vraies de justice raciale, de responsabilité et de rédemption. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous pensez que les racistes devraient faire face à des conséquences, mais que le changement est possible. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que la discrimination a un prix, mais que la douleur peut devenir un but. D'où regardez-vous? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment elle a résonné auprès du monde entier. N'oubliez pas, présumer des gens en fonction de leur apparence est le moyen le plus rapide de détruire votre propre crédibilité. Le respect ne coûte rien, mais les préjugés coûtent tout. Et lorsque nous choisissons de construire plutôt que de simplement détruire, lorsque nous choisissons la transformation plutôt que la vengeance, lorsque nous choisissons un but plutôt que la souffrance, c'est là que le changement réel et durable devient possible. La justice est aveugle, mais elle voit tout.